situation dans une impasse. Et que la seule façon de sortir de l'impasse, c'était de servir le peuple tchadien. Est-ce que vous vous en souvenez? Mes amis tchadiens qui sont là sur les réseaux, vous vous souvenez que j'ai recommandé au président Déby, 3 ou 4 jours avant sa mort, de ne pas rentrer au Tchad? Je dis, il était en visite officielle. Il était en visite officielle à Brazzaville. J'ai fait une conférence pour dire, dites à Idriss Déby de ne pas rentrer au Tchad. Et certains d'entre vous connaissez peut-être mon épouse ici à la maison. Je lui ai raconté cela avant de le dire sur les réseaux sociaux. Je lui ai dit, je vais faire une conférence pour dire au dictateur tchadien Idriss Déby de ne pas rentrer au Tchad. Parce qu'il est lâché par ses maîtres néocolons et puis il est vomi par le peuple. Dans ces conditions-là, il ne faut pas. Il ne faut pas mener un combat dans ces conditions-là. Tu n'as ni le peuple derrière toi, ni de grands alliés. Non. En tant que chef politique, tu ne dois pas avancer. Vous vous souvenez? La vidéo existe. Hein? Et j'ai refait la vidéo sous une forme humoristique dans laquelle je l'imitais très bien hein, de son vivant, hein, Idriss Déby. C'est là que je l'ai appelé le marécage du Tchad. Puisque lui s'appelait le maréchal. Je l'ai appelé le marécage du Tchad. J'ai fait la guerre, j'ai fait la guerre. Toute ma vie, j'ai fait la guerre. Je ne suis pas heureux. Je ne suis pas un homme heureux. C'est comme ça qu'il parlait. Oui! Donc, Mahamat Kaka, dites-lui que je dis qu'il est en train d'aller dans la nasse dans laquelle son père a fini ses jours. Lui aussi, il se lève et il pense que galvaniser les militaires, c'est constamment risquer sa vie. Mais écoutez, on fait ça quand on est aimé par toute son armée et qu'on est aimé par son peuple. Ça a un sens. Est-ce que vous êtes aimé par votre peuple? Est-ce que le peuple tchadien vous aime? Les exactions que vous avez commises contre le peuple tchadien, Mahamat Kaka, vous pensez que le peuple tchadien considère que c'est pour lui que vous vous battez? Peut-être qu'il y a 1 ou 2 clans à l'intérieur de votre ethnie Zarawa qui vous considèrent comme le défenseur de ses intérêts. Mais le peuple tchadien, non. Je suis désolé, on a les moyens de savoir que le peuple tchadien, dans son écrasante majorité, ne se reconnaît pas en vous. Vous l'avez tué. Il faut vous arrêter dessus et parler aux Tchadiens. Il faut renoncer au pouvoir pour sauver votre âme. Et en renonçant au pouvoir, le peuple tchadien pourra, dans une assise nationale inclusive, trouver les ressources de vous faire confiance maintenant pour le défendre. Avec tous vos frères et sœurs, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et avec le soutien des forces panafricanistes. Vous êtes à un grand tournant de l'histoire du Tchad. Et vous voulez avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous voulez être protégé par les néocolonialistes et être applaudi par les panafricanistes. Non, on ne vous applaudira pas tant que vous n'avez pas rejoint les peuples africains, en commençant par le peuple tchadien. Une deuxième fois. Mahamat Kaka, vous pouvez faire comme ça, faire comme ça. Les panafricanistes ne vous soutiendront jamais tant que vous n'avez pas posé des actes de réconciliation avec notre peuple africain du Tchad. Et actuellement, sachez que ils sont en train de vouloir vous Idriss Débiser. Les mêmes qui ont Idriss Débisé, votre papa, vous étiez bien au courant. Vous savez comment il a été éliminé. Un jour, j'espère que vous le direz. J'espère que vous aurez au courage de le dire. Expliquez-nous comment il est mort. Qui a tiré dans la proximité sur le maréchal Idriss Déby? Qui a tiré? Comment peut-on expliquer qu'un homme, avec son expérience militaire, ait été abattu dans la proximité, comme il l'a été? Quand vous nous vendez la thèse de la mort au combat au front, bon, c'est une thèse qui est faite pour des gens qui ne sont pas perspicaces. Il faut nous expliquer. Et puis, c'est quelle histoire là? Vous êtes chef de l'État, au lieu d'abord de vous réconcilier avec votre peuple, vous allez montrer votre poitrine sur les fronts de guerre. C'est quelle manière même de faire la guerre qui consiste pour vous en permanence de vouloir être en première ligne, pour montrer que vous êtes un grand chef? C'est un fétiche de chez vous ou bien c'est une tactique? Après, quand vous allez vous faire abattre, on va encore dire, ah, le pauvre, il est tombé au front. Vous ne voyez pas que vous multipliez, vous donnez des occasions là, à des groupuscules de vous éliminer, même si vous étiez animé de bonnes intentions envers le Niger. Mais ne vous exposez pas comme vous le faites. Si vous êtes vraiment animé de bonnes intentions envers le Niger, de bonnes intentions envers le Mali, envers le Burkina, envers la Guinée, mais sollicitez vos frères. Sollicitez l'aide des forces panafricanistes. Changez d'alliance géopolitique et géostratégique. Arrêtez d'aller à gauche et à droite.
Vous venez flatter à Paris, ensuite vous envoyez des gens flatter à Moscou, puis vous descendez ici à Niamey, vous montez encore un peu comme ça. Oui, non. Tantôt vos ministres sont pour l'agression contre le Niger, tantôt un autre dit non, on est contre. Mahamat, nous sommes arrivés à une époque où on ne joue plus avec les Africains. On ne joue plus avec les Africains, Mahamat Kaka. Soit vous êtes avec nous pour l'émancipation du peuple tchadien et de tous les peuples africains, soit vous êtes contre nous. Quelqu'un m'a fait une objection ce matin quand j'ai publié mon petit post où je donnais mes conseils à Mahamat Kaka en disant s'il est toujours vivant. Parce qu'en fait, Mahamat Kaka est actuellement, il est menacé de mort à chaque instant. Mahamat Kaka est menacé parce que on lui en veut d'avoir participé à briser l'encerclement médiatique qu'on voulait infliger au Niger. On lui en veut d'avoir fait de la médiation au Niger, d'avoir crédibilisé le régime nigérien du CNSP. On lui en veut pour ça, il sait ça. On en veut à certains groupes de l'armée tchadienne qui ont été emparés, qui ont été touchés par la fièvre panafricaniste et qui se sont mis à être hostiles envers les puissances néocolonialistes présentes sur le sol tchadien. On leur en veut. J'espère qu'il sait ça. On leur en veut de reprendre quelque part le discours du dernier Idriss Déby, quand celui-ci commençait à dénoncer l'instrumentalisation dont il avait été l'objet depuis sa tendre jeunesse par le néocolonialisme français. Mais de l'autre côté, la réconciliation avec votre peuple, qu'est-ce que Succès Masra a fait en exil? Qu'attendez-vous pour lui dire, revenez dans votre pays? Même si toi, Succès Masra, tu veux être président, si c'est ce que les Tchadiens veulent, je suis à ta disposition. Je suis prêt à participer au pardon, à la réconciliation. Et avec toi, nous allons reconstruire notre pays et faire de notre pays un phare de l'Afrique centrale. Ça vous coûte quoi? Est-ce que tout le monde est obligé d'être président en même temps? Est-ce que tout le monde est obligé d'être président en même temps? Est-ce qu'on est obligé d'être président pour réussir sa vie? Il faut qu'on pose cette question aux Africains. Les gens se comportent comme s'il n'y a qu'un seul poste en politique. Il n'y a qu'un seul poste important dans la vie. Vous ne connaissez pas des gens qui sont très importants dans la vie qui n'ont pas été présidents? Est-ce que tous les gens célèbres, importants qu'il y a sur la terre, c'est des gens qui ont été présidents ou qui ont été rois? Non. Donc je ne vois pas pourquoi Mahamat Kaka considère qu'il vaut mieux mourir pour être président du Tchad. Et puis un autre militaire va se lever, s'accrocher lui aussi. Il faut mourir pour être président du Tchad. Mais c'est pour faire quoi? Tu es président, tu apportes quoi au Tchad? Tu changes quoi à la vie des Tchadiens? Quand tu ne seras plus de ce monde, on dira que tu as été président pourquoi? Idriss Déby s'est posé ces questions trop tard. Parce que quand on a une âme spirituellement sous-développée, on ne se pose pas ces questions, sauf quand on est en difficulté. Il faut hâter la réconciliation des Tchadiens. Vous avez commis des crimes contre l'humanité tchadienne. Demandez pardon. Acceptez d'en parler. Avouez tout. Que les Tchadiens s'asseyent et que les Tchadiens se pardonnent. Aucun grand peuple ne s'est relevé sans s'être dit toutes les vérités et s'être pardonné à lui-même. S'être accepté pour devenir une nation. Voilà ce qu'on vous demande. Vous ne pourrez pas vous en sortir chaque fois par des jongleries. Il va falloir faire les choses de manière vraie, juste pour tous. Voilà la situation au Tchad. Donc aujourd'hui, le soutien de Mahamat Kaka Déby au gouvernement de transition du Niger est un soutien fragile. Parce que Mahamat Kaka Déby ne maîtrise même pas son propre destin. Il ne maîtrise pas le Tchad. L'armée tchadienne ne maîtrise pas le Tchad. Le Tchad est encore une néocolonie militaire. Il s'ensuit que la fragilité du Niger peut venir du Tchad. Mais ça ne veut pas forcément dire que Mahamat Kaka, il sera pour grand chose. Puisque ça va et ça vient du sol et sur les airs et la terre du Tchad sans l'avis de Kaka. Que Kaka le veuille ou pas, ça va et puis ça vient. Voilà. Bon, mes chers amis, je conclue un peu mon panorama sur la situation du Niger. Donc, je continue à appeler le gouvernement du Niger à renforcer les mesures géopolitiques et géostratégiques de telle façon que ceux qui ont l'intention d'envoyer des mercenaires, parce que ce sont des mercenaires qu'on va envoyer, il n'y a aucune armée régulière de la CEDEAO qui soit prête à combattre au Niger. Aucune armée régulière de la CEDEAO n'est prête à combattre au Niger. Si vous apprenez qu'il y a eu une attaque de la CEDEAO, sachez que c'est une attaque de mercenaires financée par les néocolonialistes. C'est tout. D'accord? Alors, pour cela, à mon avis, il faut que les autorités nigériennes redoublent
et renforcent davantage le processus de dissuasion et qu'elles assument leur réorientation géopolitique sur le plan mondial. C'est capital. De la même façon que doit être accéléré le processus de quadrillage interne du pays par les comités civils de vigilance. D'autant plus que on aimerait sans doute infiltrer des hommes armés, mais en civil, à l'intérieur du Niger pour s'aimer des ambiances de guerre civile. Voilà pour le Niger. Et enfin, je touche au dernier point de mon propos pour aujourd'hui, en tout cas dans cette émission, c'est les BRICS. Il y a quelque chose de grand qui se produit en Afrique du Sud, c'est que les pays du monde qui y sont rassemblés, les pays du Grand Sud global, ont compris qu'ils peuvent faire du commerce et de l'économie sans passer par le dollar, l'euro et le CFA. Je recommence la grande idée des BRICS. Les pays qui s'y rencontrent aujourd'hui savent comment on peut faire du commerce, comment on peut faire des échanges de richesses, des échanges de finances, sans passer par le dollar, sans passer par l'euro, sans passer par le CFA. Voilà la grande victoire de la réunion qui se tient actuellement en Afrique du Sud. Le nombre d'échanges commerciaux directs entre les pays du Sud global va se multiplier de plus de 300, mais peut-être même 500%. On a retrouvé la confiance en une capacité d'échange économique direct de pays à pays. Même les pays qui sont encore dans la zone CFA savent désormais comment payer en monnaie non CFA leurs partenaires hors de la zone CFA. Ils savent même comment payer en monnaie non CFA leurs partenaires dans la zone CFA. Les pays qui se réunissent autour des BRICS ont maintenant acquis la capacité de créer des paquets de devises. C'est-à-dire un pays comme ça peut avoir même 25 monnaies. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que maintenant, d'un point de vue économique et grâce au progrès de l'informatique, un pays peut avoir 25 monnaies? Les échanges peuvent se faire en 25 devises différentes, maîtrisées par le même pays. Est-ce que vous le savez? Bon. Alors, l'une des choses que le sommet des BRICS est en train de faciliter, c'est l'harmonisation de ces paquets de devises, l'harmonisation de ces systèmes d'échange financiers, de ces systèmes d'échange monétaire, de ces systèmes d'échange bancaire, d'échanges commerciaux. Il y a une accélération extraordinaire. Les hommes d'affaires vont pouvoir vendre et acheter sans passer par les crédits des banques CFA, des banques euros et des banques dollars. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est absolument importante, c'est que les échos qui me parviennent de la réunion des BRICS, c'est que on a compris l'importance d'aider les pays du Sud à renforcer leur système sécuritaire. On sait très bien que des pays comme la République démocratique du Congo, bref, tous les pays africains, aucun de ces pays ne pourra se développer tant que le secteur de la sécurité n'aura pas amplement stabilisé les lieux de production et de transformation des matières premières. Le grand problème de l'Afrique sur le plan économique, qui est le problème de l'industrialisation, est rattaché au problème de la sécurité. Donc on a compris, encore de manière plus précise, pourquoi il faut des armées africaines fortes. Les armées africaines fortes. Non pas pour écraser les peuples africains, mais pour empêcher ceux qui dominent l'Afrique par l'insécurité, d'empêcher l'Afrique de se développer. En fait, les Africains sont empêchés de se développer. Ils ne sont pas sous-développés. Le problème, c'est que dans tout pays africain où il y a un embryon de processus de développement, eh bien, les forces impérialistes étrangères, en association avec des élites locales corrompues, créent des zones d'insécurité. Mais comment voulez-vous que les gens soient concentrés sur des ordinateurs, en train de concevoir les futurs avions africains, les futurs bateaux africains, les futurs systèmes agricoles africains, les futurs systèmes de transport africains, alors que ça tire dans la rue? Comment voulez-vous que les gens soient capables de se concentrer là-dessus, alors que le commerce de cocaïne et d'héroïne est en train d'envahir tous les lycées et collèges? Comment voulez-vous que l'Afrique se consacre au développement, alors que l'Afrique est en train d'être envahie et étouffée par l'insécurité? Je suis frappé par le nombre de contributions que j'ai lues des grands acteurs des BRICS qui disent que la sécurité est l'une des clés essentielles du développement. Avant, on promouvait la démocratie et la bonne gouvernance avant la sécurité. Non, il n'y a pas de démocratie sans sécurité. Et il n'y a pas de bonne gouvernance sans sécurité. Il n'y a pas d'industrialisation, de commercialisation. Il n'y a aucun pays
n'a pu réaliser la prospérité de sa population dans l'insécurité. Vous n'en trouverez pas un seul. Donc la sécurité est une priorité parce que c'est même la condition pour protéger nos chercheurs, protéger nos penseurs en Afrique, protéger nos politiques en Afrique, protéger nos enfants qui vont à l'école. La sécurité, c'est la prunelle de nos yeux. Et c'est parce que nous avons perdu en puissance qu'on s'est mis à penser que la sagesse africaine ne valait rien. Ceux qui pensent que la sagesse africaine ne vaut rien, le pensent parce qu'ils ne voient pas les Africains détenteurs de bombes atomiques. Parce que quand tu possèdes une bombe atomique, on respecte ta sagesse. On sait que cette sagesse n'est pas un déguisement de l'impuissance. Ce n'est pas un déguisement de la faiblesse. Parce qu'il y a des gens qui sont sages quand ils sont rien. Dès qu'ils ont quelque chose, ils perdent toute sagesse. La véritable sagesse a besoin en permanence de la maîtrise de la puissance. La sagesse, ça marche avec la puissance. Et ça marche avec l'amour de tout ce qui est beau et grand, de tout ce qui élève l'homme. On a pendant trop longtemps sacrifié la puissance. Recherché une sagesse sans puissance. Mais une sagesse impuissante, c'est une sagesse balayée. On a recherché la beauté, mais la beauté sans justement le socle que procure la puissance et la sécurité. Les Africains au Congo organisent des concours de beauté. Mais à tout moment, on attaque Kinshasa et on fait 200 morts, 300 morts, 3000 morts. Même les concours de sécurité, les sapologues de Kinshasa ou de Brazzaville ont besoin que Kinshasa et Brazzaville soient des villes sécurisées. Pour chanter la rumba dans tout le grand territoire du Congo, il faut la sécurité. Pour pouvoir tenir des concerts tranquillement à Goma, à Bukavu, tenir des concerts à Lubumbashi, il faut la sécurité. Même les grands artistes congolais doivent demander comme une priorité la construction d'une armée congolaise puissante. C'est la condition de tout. Je ne dis pas le tout sécuritaire, mais je dis le d'abord. Rien ne nous sera possible si nous n'avons pas la sécurité. Donc nous devons investir dessus. Et les BRICS ont compris cela. L'importance de la sécurité. Et enfin, troisième idée très forte qui est en train de s'imposer dans les débats des BRICS, mais la fécondité des valeurs traditionnelles africaines. Il faut arrêter de donner à l'Afrique des objectifs extérieurs à sa tradition, à sa civilisation. Les Africains ne sont pas là pour courir après la démocratie. Ils ne sont pas là pour courir après les droits de l'homme. Quel homme? Karl Marx a écrit un très beau texte. Et dit, vous parlez des droits de l'homme, mais de quel homme? Le milliardaire ou le prolétaire? Un prolétaire a-t-il les mêmes droits qu'un milliardaire? Pourtant, on veut faire une déclaration universelle des droits de l'homme qui serait, nous dit-on, vrai pour le milliardaire et pour le prolétaire. Depuis quand le pot de terre et le pot de fer ont les mêmes droits? Depuis quand le pot de fer et le prolétaire? Toi-même, si on te dit que tu as les mêmes droits qu'un milliardaire, un multimilliardaire, toi-même tu crois? Tu crois, comme on dit chez moi à Douala. Tu crois ça? Non, tu n'as pas les mêmes droits que lui. Donc, quelle est la solution? Ce n'est pas de nous mentir en disant aux gens qu'ils auront les mêmes droits que les autres, mais de mettre en place des états de droit qui protègent les plus vulnérables d'entre nous des abus des plus puissants. C'est différent. Dans la tradition africaine, il n'est pas question de donner à tout le monde les mêmes droits, ça n'a aucun sens. Mais de veiller à ce que la dignité de chaque personne soit préservée. Le système politique a pour vocation la préservation de la dignité des personnes. Voilà. Au lieu de mentir aux gens que tu vas avoir les mêmes droits que tous les autres, on leur dit la vérité, on veillera à mettre en place un système dans lequel tu ne seras jamais déshumanisé. Ça, c'est beaucoup plus réaliste. Et ça, c'est le paradigme africain. C'est le paradigme de la Mahat. Donc, les BRICS, c'est aussi l'occasion pour le Sud global de découvrir que la finalité de la civilisation africaine, ce n'est pas de marcher sur une ligne imaginaire au devant de laquelle il y a les sociétés occidentales et derrière les sociétés africaines qui marchent derrière pour rejoindre. Non. Chaque société a sa ligne. Et elle se rencontre de temps en temps sur des points d'intersection. C'est ça qu'on appelle le monde. Donc nous sommes pour le monde multipolaire. Le monde multipolaire, c'est-à-dire un monde dans lequel les valeurs sociétales de chaque civilisation se déploient harmonieusement et il y a des lieux de rencontre, de consensus, d'échange, de dialogue sans coercition. Voilà ce que nous voulons. Et les BRICS, c'est vraiment l'espace dans lequel tout le génie africain peut s'épanouir. Dans le respect du génie de tous les autres peuples du monde, de tous les êtres humains sur cette planète. Donc, la démocratie, c'est un paradigme
de la philosophie politique et de la pensée politique occidentale, mais dans la philosophie politique et la pensée politique africaine, ce n'est pas la démocratie, c'est la mahatocratie. C'est un système de justice, vérité, solidarité. C'est un système en faveur des plus vulnérables pour les protéger des injustices, des inégalités créées par la société. Voilà la finalité de l'action politique. Protéger les plus vulnérables des injustices. S'assurer qu'aucune dignité humaine n'est piétinée. C'est la fonction du pharaon. Et c'est ce qu'on appelle Mahat. Donc il faut que les Africains qui participent à ce type de sommet, ils aillent toujours avec la conscience du fait qu'ils ne vont pas là-bas chercher les valeurs des autres. Ils ne vont pas là-bas chercher les modèles des autres. Ils vont affiner leur modèle. Mais qui dit affiner son modèle dit quand même en discussion avec les autres. Il faut tenir compte de l'expérience de toute l'humanité pour pouvoir fructifier ton modèle. Mais à partir de ta racine. À partir de ta propre racine. Alors, voilà un regard transversal sur l'actualité africaine. Je voulais commencer cette semaine de communication par cette émission panoramique. J'espère que j'ai été au fond des sujets les plus brûlants de l'heure, que j'ai parlé pour le peuple sénégalais. J'espère que j'ai exprimé les aspirations profondes de notre peuple au Niger, les aspirations du peuple tchadien, et exprimer vraiment la révolution que nous attendons du nouveau rassemblement du monde multipolaire autour des BRICS. Alors, j'aurais pu toucher à d'autres sujets, mais c'est déjà assez pour le nombre que j'ai touché, je pense, pour une émission comme celle-ci qui dure maintenant 1h33. N'est-ce pas, mes chers amis? Donc, nous allons redonner, comme d'habitude, la parole aux